près à partir de là. Voilà. Donc je vous disais, l'organe de saison qui correspond au printemps, c'est le foie, sachant que le printemps chinois, il a commencé déjà depuis... mi-février. C'est ça, donc début février, donc ça fait un mois et demi déjà. On ne respecte pas complètement là dans les cours la saisonnalité chinoise, mais c'est pas très grave. Déjà, alors pour les anciens, normalement vous devez déjà connaître des choses par rapport au foie, d'après la médecine chinoise évidemment. Donc, de quoi, qu'est-ce que vous savez? Le corps, les yeux. Alors voilà, déjà l'élément qui est rattaché au foie, c'est le bois. Le climat. Alors ça c'est la saison. Voilà, le climat, c'est le vent. Qui va d'ailleurs nous amener différentes choses dont je parlerai après. La couleur. Vert. Important. La saveur. Acide. Acide. Tu nous as envoyé quelque chose. Je vous ai envoyé quelque chose. Oui, ce qu'il fallait manger, des légumes verts. Ah oui, mais ça c'est à ceux qui viennent en consultation aussi. Ah oui. C'est ça, ouais, non, c'est pas ça. Quoi d'autre? L'organe, le sens, pardon. Ouais, les yeux, la vue. Donc voilà, ouais, le foie contrôle la vue. Alors l'organe qui est rattaché au foie, c'est la vésicule biliaire, effectivement. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? L'émotion. L'émotion, oui, important. Apparemment, c'est ça. On a bien ça. Colère, alors colère au sens large, ça inclut également la frustration, le ressentiment, on va dire le stress un petit peu de manière générale. Même si stress, je n'ai pas trop peur parce que c'est un peu vaste. Qu'est-ce qui nous manque? Ce qu'on n'a pas dit. Ah, le basique, quand même, la partie du corps qui est contrôlée par le foie. Non, alors ça c'est l'organe vital, mais oui, j'ai entendu les tendons. Tendons, ligaments. Et ça me permet de faire une petite parenthèse justement sur la forme de Qigong qu'on va étudier soit à partir d'aujourd'hui, soit à partir de la semaine prochaine, qui s'appelle Yi Tsin Ting. Yi Tsin Ting, littéralement, c'est traiter de transformation des tendons. Donc c'est un Qigong qui en fait travaille sur le foie et particulièrement sur les tendons. Donc. Et dont les mouvements vont être beaucoup basés sur des étirements. Alors là, c'est essentiellement, ça fait partie des Qigong dynamiques. Et j'en reparlerai un tout petit peu après, on va déjà finir sur la partie foie. Qu'est-ce qui nous manque qu'on n'aurait pas dit? Ouais, je ne sais pas si je parle de ça. On avait vu les entités psychoviscérales. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, bien joué. Oui, en fait, il y a des, je ne sais pas comment on peut appeler ça différemment, mais une partie du psychisme qui est, réside dans chaque organe. Et dans le foie, il y a le Khun qui est abrité. Alors, le Khun, c'est quoi? Littéralement, on se traduit ça par l'âme éthérée. En fait, il y a différents types d'âmes. Il y a l'âme corporelle et l'âme plus immatérielle. Cette partie de l'âme-là, c'est, comment je peux... Vous vous rappelez, pour les poumons, on avait dit que c'était le pot. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs. Non, ouais. Donc le pot, c'était, pourquoi je vous explique ça, c'est pour mieux expliquer le Khun après, parce que c'est les deux qui fonctionnent bien ensemble. Le pot, c'était l'âme corporelle. Alors, âme corporelle, l'exemple que je prends souvent pour expliquer ça, c'est l'exemple d'une graine. Je ne sais pas pourquoi je prends toujours la graine de carotte, mais bon. C'est en fait dans une graine de carotte, en fait il y a déjà la forme finale de la carotte. C'est-à-dire qu'on sait qu'une graine de carotte, ça ne va pas donner une pomme de terre. Ça va donner une carotte. Et cette notion-là de prédisposition physique, de ce que ça va donner au final, on appelle ça le pot. Pour les humains, on sait qu'à un moment, on va tous ressembler à un truc avec des jambes, des bras et une tête, voilà, tous fichus à peu près de la même façon. Donc ça, c'est constitué dans ce qu'on appelle le pot, qui est l'âme corporelle. C'est la forme que va prendre la matière en se développant. L'âme éthérée, c'est la même chose, mais au niveau de la psyché. Voilà, donc c'est tout le développement psycho-émotionnel et subconscient, etc., qui va se développer. En fait, on va dire que c'est une partie d'inné psychique.
Voilà, on pourrait le dire comme ça. C'est aussi une partie qui va contrôler tout ce qui est du domaine du subconscient, du domaine des rêves. Voilà, donc une perturbation du rune, ça peut amener des perturbations psychiques, alors déjà au niveau des rêves, mais également à d'autres niveaux qui sont plus, comment je peux expliquer ça, plus subtils, des notions, par exemple, de voyance, les médiums, les voyants, etc., ils ont un rune pas ancré. En fait, c'est une pathologie. C'est-à-dire que normalement, cette partie-là de l'âme, elle est, comme je disais, abritée dans le foie. Et pour différentes raisons, je n'entrerai pas dans le détail, mais chez certaines personnes, ce rune flotte, il n'est pas ancré, et du coup, ça permet d'avoir des capacités extrasensorielles, de capter d'autres fréquences que ce qu'on capte normalement. Donc ça, c'est le rôle du rune. Je ne vais pas développer beaucoup plus, hein, c'était juste pour vous ayez une idée un petit peu globale de ce que c'est ce truc-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le foie? Peut-être déjà juste vous dire, techniquement, quand on a un déséquilibre du foie, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Déjà, si on reprend ce qu'on a dit précédemment, qu'est-ce que ça peut faire? Ouais, déjà on va être irritable. Voilà, ça peut se traduire par un état émotionnel un petit peu tendu. Irritabilité, colère. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. L'audition, c'est les reins. Donc effectivement, le foie, ça va se manifester beaucoup par souvent une tendance à l'irritabilité, à l'agacement, on est un peu à fleur de peau, le moindre truc qui va un peu agacer. Alors voilà, ça c'est autre type de symptômes qu'on peut avoir, c'est le problème de vue, au sens large. Je ne vais pas tous les développer, mais beaucoup de problèmes de vue peuvent être attachés au foie. Alors attention, essayez d'avoir une vision pas simpliste des choses non plus. Je dis que ça peut être rattaché au foie. Évidemment, il y a des problèmes de vue qui peuvent être attachés à plein d'autres types de déséquilibres. Mais c'est vrai que quand on fait un bilan énergétique, souvent on va regarder si la personne est bien consultée pour des problèmes de vue, s'il n'y a pas un petit problème de foie déjà au départ. Peut-être ça, plus autre chose aussi. Et voilà, mais c'est vrai que les problèmes de vue au sens très large du terme, notamment la tension oculaire, la baisse de la vision, etc. Oui, maladie de la rétine. Oui, ben voilà. Les maladies de la rétine aussi, rétinite pigmentaire, ou je ne sais pas quoi, glaucome, et j'en passe. Ça peut être attaché au foie. Je dis bien ça peut, j'insiste là-dessus, c'est pas systématiquement rattaché au foie. Et vous savez, la sensibilité, l'hypersensibilité à la lumière aussi. Ça, typiquement, on appelle ça un vide de yin du foie. Parce que vous savez, pour chaque organe, il y a du yin et du yang. Donc, selon les symptômes, ça va être plus un vide de yin, un vide de yang, un excès de yang, etc. Pareil, je peux vous faire un cours de médecine chinoise pour vraiment savoir quel syndrome correspond à quelle pathologie. Donc, typiquement, si vous avez cette sensibilité plus nocturne d'ailleurs à la lumière, vous savez, je roule la nuit sur là, et puis je crains vachement la lumière, ça c'est clairement un vide de yin du foie. Donc si vous vous sentez concerné, peut-être nourrir le yin du foie. Donc les problèmes de vue, on peut avoir aussi, alors, si on n'a pas parlé des méridiens, quand même, où est-ce qu'il passe le méridien foie, vésicule biliaire? Déjà foie. Alors vésicule biliaire, on a déjà pas mal abordé, on va commencer par celui-là. Où commence-t-il? Vous n'êtes pas loin. Où est-ce qu'il commence précisément pour ceux qui connaissent? Alors il finit. Il finit par là, mais il y en a un. Ouais, il commence là. Le vésicule. Vésicule biliaire, il fait ça. Il fait un tas de contours au niveau de. C'est plus long, il fait des zigzags sur le côté du crâne. Après, il va descendre au niveau de la nuque. En fait, pourquoi je vous montre ça, c'est pour que vous puissiez comprendre aussi le type de pathologie qu'on peut avoir au niveau foie vésicule biliaire. Donc, il va descendre au niveau de la nuque, trapèze. Je n'ai pas le bras assez long, mais il va passer ensuite sur les côtés. Évidemment, il passe au niveau de la vésicule, sinon ça n'a pas de sens. Ensuite, il va descendre. Je dis souvent la couture du pantalon. Là, ça ne marche pas, je n'ai pas de couture, mais donc sur le côté et terminé au 4e orteil.
Donc voilà, donc c'est un grand trajet, et ça veut dire que si j'ai des pathologies qui se manifestent sur une de ces zones, potentiellement, là aussi c'est pas simpliste, mais ça peut concerner un problème de vésicule biliaire. Typiquement, des tensions dans la nuque, douleur de la nuque, etc., ou des trapèzes. En fait, toute la zone, on va dire cette partie-là, voilà, toute cette partie-là, si vous avez des tensions, des douleurs, des maux de tête aussi au niveau occipital, etc., bah ça c'est souvent rattaché au foie et au vésicule biliaire. La douleur de la nuque et compagnie. Ça c'est pour la vésicule. Sciatique aussi, oui j'ai oublié, sciatique. Il peut y avoir des sciatiques de type vésicule biliaire. Parce que vous savez le point, je vous ai déjà parlé du point de la fesse. Là. Oui. Ouais. J'ai évoqué celui-là, qu'est-ce que je vous ai dit sur ce point? Je vous ai dit quelque chose ou pas? C'est un point poubelle? Ouais, voilà, j'ai dit que c'était un point poubelle. En fait, sur le méridien de la vésicule biliaire, on a deux points, on va dire poubelle. Le 30, vésicule biliaire, donc au niveau de la fesse, c'est le point souvent sensible au niveau sciatique. Hein, quand on appuie dessus, aïe, ça fait mal. Et le deuxième, il est justement au niveau sommet du trapèze, de 21 degrés. Donc si vous avez mal là et là, il y a des chances quand même que techniquement ce soit quand même rattaché à la vésicule. Et bien souvent, c'est des poubelles alors, plutôt émotionnelles. C'est pas des poubelles, je sais pas quoi d'ailleurs, alimentaires. Alors si, ça peut un peu, mais bien souvent, c'est quand même plus émotionnel. Et du coup, ça veut dire qu'on peut aussi avoir des sciatiques émotionnelles. Ça arrive assez fréquemment. On va voir des consultants qui viennent avec une sciatique depuis hier. Bon, on se rend compte que ce n'est pas un passement des vertèbres ou autre, mais qu'il y a eu un petit agacement, on va dire, quelque chose qui a un peu mis en colère, et bim, le lendemain, ça coince. Bah ouais, parce qu'en fait, ça fait une surpression de l'énergie du foie et de la vésicule biliaire, et du coup, cette surpression va se manifester dans le méridien qui correspond. Donc techniquement dans celui de la vésicule biliaire, et donc ça peut faire un peu une sciatique. Je voulais dire autre chose par rapport à ça, mais j'ai oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça permettra de me rappeler ce que je veux dire. Je pense à autre chose par rapport à l'aspect émotionnel. Tant pis. Tant pis. Tant pis. C'est parti, ça reviendra peut-être. Quand on a mal à la tête et qu'on se fait un massage crânien et que ça soulage, c'est parce que, sans le savoir, on travaille sur les méridiens, sur le passage. Alors, justement, dans les symptômes possibles d'un déséquilibre du foie et de la vésicule biliaire, il y a souvent les migraines, le céphalée, le tête, machin. Oui, mais ça dépend où ça se manifeste. Quand on fait un diagnostic, l'une des premières questions, parce que les migraines, c'est un motif de consultation très fréquent, et bien souvent, alors, ça dépend de ce qu'on met derrière ce terme-là, et la question qu'on va poser, c'est ça fait mal où? Si c'est une barre frontale, non, c'est pas le foie. Si c'est plutôt occiput, donc plutôt derrière, et encore plus sur le côté, l'étau qui sert, machin, ouais, là, il y a des chances qu'on soit plus sur un syndrome foie-vésicule. Si en plus de ça, la douleur a tendance à tirer sur les yeux, bon, bah là, il y a les migraines ophtalmiques, par exemple, il y a quand même des chances qu'on soit plus sur une problématique de foie. Du coup, effectivement, le fait de, dans ces cas-là, de masser certains points d'acupuncture rattachés au foie et à la vésicule biliaire, oui, c'est judicieux. Par exemple, dans les points, du coup, on prend un peu d'avance sur ce qu'on fera peut-être un peu plus tard en automassage. Alors, les points intéressants à masser pour ça, je pense que d'ailleurs, on l'a déjà vu celui-ci, le 20 vésicule biliaire. Je vous disais que le méridien il passait ici, dans le creux. Dans la vidéo que je vous ai fait sur le nuque et le trapèze cervical, il y a le massage de ce point-là. Le 20 vésicule biliaire, il est vachement bien. C'est nul dit comme ça. Parce qu'il sert alors, pour les maux de tête, migraines, etc., les vertiges, les troubles au niveau de la vision, les acouphènes aussi. Alors, merci. Oui. Ah, c'est une question. Oui. Les acouphènes. Ouais. Alors, la question c'est de savoir si ça peut être attaché au foie. Tout à fait. En fait, les acouphènes, il y a généralement deux grandes causes. Alors, l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre, et potentiellement d'autres causes aussi.
mais dans les causes probables, et on va s'orienter aussi sur la vésicule biliaire, pour la même raison que ce que je disais par rapport à la sciatique, surpression dans le méridien, donc comme je disais, effectivement le méridien de la vésicule biliaire il passe autour de l'oreille, donc si j'ai une surpression dans le méridien, ça peut se manifester du coup au niveau des oreilles. Donc on va avoir du coup des acouphènes. Deuxième cause, ça on l'avait évoqué quand on a parlé des reins, puisque je vous ai dit que les reins nourrissaient les oreilles. Là c'est plus une question d'action entre l'organe et le sens. On peut avoir une déficience des reins qui provoque des acouphènes, ou on peut avoir aussi une surpression du foie et de la vésicule biliaire qui provoque des acouphènes. Et on peut avoir les deux. Par exemple, j'ai plus de vésicule, moi. Ouais, alors je disais, j'avais un problème. Moi, j'ai une tumeur à l'oreille gauche. Ouais. Et là, j'ai maintenant des acouphènes à l'oreille. Et ben alors, juste comme ça, c'est toujours, on ne peut pas tirer un diagnostic d'un symptôme, mais vu ce que tu me dis là, je me dis, ouais, il y a peut-être quelque chose, parce que je me permets de rebondir sur le fait de, et si on retire la vésicule, qu'est-ce qui se passe? Il reste la partie. On sent les anciens quand même. Oui, alors pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'ai déjà expliqué, quand on retire un organe particulier, ça ne marche pas pour tous les organes, hein. Si on retire le cœur, ça marche moins bien. Mais si on retire par exemple la vésicule biliaire, qu'est-ce qui va se passer? On va retirer la partie matérielle de l'organe. Vous voyez, dans chaque organe, on a du yin et du yang. La partie matérielle, c'est le yin de l'organe, c'est le bout de yang. Donc on retire le yin, et c'est pas pour autant que le yang disparaît. La fonction, le yang d'un organe, c'est la fonction, l'énergie, l'émotion qui est rattachée. Donc cette partie-là, elle est encore là. Mais donc ça veut dire que ça fonctionne quand même si on n'a plus de vésicule. Quand même, techniquement parlant, quand on retire un bout de yang, s'il était, c'est qu'il y a des raisons, ça va quand même perturber un petit peu on va dire le binôme foie-vésicule, et bien souvent ce qu'on va constater, c'est un foie qui est obligé de travailler 2 fois plus et qui va se retrouver plus facilement tendu. Plus facilement tendu, donc on va plus facilement avoir des tendances à la surpression dans les méridiens qui sont concernés, donc potentiellement ça peut expliquer des acouphènes ou des problèmes au niveau de l'oreille. Après il faut voir historiquement si les problèmes sont venus après. Oui, c'est maintenant. Ouais. J'ai plus la vésicule depuis très longtemps en fait. Ouais. Et au bout d'un moment ça finit par voilà. C'est possible. Après, il faut voir si c'est que ça ou si c'est autre chose, mais c'est pas impossible. Je pars un peu dans tous les sens, c'est pas grave. J'étais sur les migraines au départ, je suis parti sur les acouphènes. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Des vertiges. On peut avoir des vertiges. Alors les vertiges, c'est pareil, il n'y a pas qu'une cause de vertige. Dans ces cas-là, je vous disais, le foie il contrôle le vent du corps. Oui, parce que quand on fait une correspondance entre un climat et un organe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organe est responsable de la gestion de ce climat interne. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez déjà, comme dans la nature, vous savez, on fait le parallèle en médecine chinoise entre le fonctionnement de la nature et le fonctionnement de l'être humain. Et dans la nature, il y a différents types de climats. Du coup, dans le corps humain, on a aussi ces climats-là. Ces climats, ils sont gérés par les organes eux-mêmes. Et par exemple, le foie va gérer le vent du corps. Donc un foie qui ne fonctionne pas bien va avoir tendance potentiellement à créer du vent en interne. Donc le vent en interne, ça peut se manifester notamment quand il souffle, ça vient souffler vers le haut et ça. Qu'est-ce que ça fait le vent quand ça souffle? Ça secoue. Donc ça peut donner des sensations vertigineuses. Quelle est la différence entre le vertige et la perte d'équilibre? C'est complètement différent? C'est pas forcément complètement différent. En fait, c'est pareil. Quand on dit vertige, il va falloir qualifier quel type de vertige. Parce qu'effectivement, il y a un vertige avec tout qui tourne autour. Voilà, ça c'est les vrais vertiges, normalement, c'est comme ça qu'on qualifie un vertige. Mais des fois, par abus de langage, on dit j'ai des vertiges, en fait c'est juste une perte d'équilibre. C'est pas tout à fait le même syndrome. Ça peut aussi être lié au vent qui souffle. Ça vient aussi souvent des reins, là pour le coup, qui sont pas assez solides, parce que vous savez, les reins, c'est un peu les racines, c'est l'organe racine et c'est aussi ce qui nous ancre, qui nous attache au sol. Donc si j'ai les reins faibles, je vais avoir tendance à avoir de moins bonnes racines et avoir plus facilement de perdre de poids. Après, tout comme ce que je disais par rapport aux acouphènes, l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir le vent qui souffle et en plus les reins faibles. Ouais.
Ouais. Un peu cumulé. Le couple rein-foie, d'ailleurs, c'est assez souvent qu'on va trouver des déséquilibres sur les deux organes. Pourquoi? Peut-être que vous pouvez trouver ici. Normalement, vous devriez pouvoir. Ou pas. Pourquoi est-ce qu'on peut facilement avoir on va dire un double déséquilibre rein et foie? Par rapport au liquide, Non. histoire de sang. Non plus. Parce qu'on devient vieux. Alors, parce qu'on devient vieux, c'est pas la réponse à tout. Parce que c'est valable pour tout, effectivement, on pourrait dire oui, mais spécifiquement, quel est le lien énergétique entre ces deux organes? Est-ce que vous vous rappelez des. Enfin, je ne vais peut-être pas évoquer, mais. Alors, non, oui, Le rein, c'est l'eau. Oui, le rein, c'est l'eau. Un indice. Et le foie, c'est le vent. C'est le vin, c'est ce que c'est. Et le foie, c'est. Le foie, c'est. Si les reins, c'est l'eau, le foie, c'est quoi? Vas-y. Le feu. L'élément. Le bois. Voilà. Le foie, Oui. c'est le bois. Donc le rein ça nourrit c'est ça. Exactement. Il faut de l'eau Pour nourrir le bois, d'accord. Donc ça pousse, il faut arroser. Donc ça veut dire, ça c'est ce qu'on appelle le cycle d'engendrement. En fait, dans D'accord. cette notion-là qui est rattachée aux 5 mouvements, aux 5 éléments, on va considérer que chaque organe va nourrir l'organe qui suit dans un cycle déterminé. Je ne vais pas vous faire tout le cycle, mais dans ce cycle-là, l'eau des reins nourrit le bois du foie. Ce qui veut dire que techniquement parlant, si j'ai des reins faibles, donc si, entre guillemets, j'ai pas assez d'eau dans les reins, ça veut dire qu'il faut boire plus, ça veut dire que métaphoriquement et énergétiquement, j'ai pas assez d'eau dans les reins, et bien concrètement, je ne vais pas avoir suffisamment pour nourrir le bois du foie. Donc, je peux me retrouver avec un déséquilibre, Oui. une conséquence qui va s'impacter sur le foie. Donc, à l'origine, j'ai un problème de rein qui du coup se manifeste aussi au niveau du foie. C'est pour ça qu'on a bien souvent un double déséquilibre rein-foie. Et est-ce que le bois nourrit le feu? Le bois nourrit le feu. Pourquoi c'est une question par rapport à quelque chose de particulier? Non, non, c'est dans l'enchaînement oui, logique. Oui, dans le cycle, oui. Oui. C'est qu'en fait, je pars tellement en suicide. Je voulais en dire. Ah, j'étais sur les vertiges. Les vertiges. Sur le vent qui agite. Autre symptôme qui pourrait être attaché à ce vent, il y a plein de symptômes qui peuvent être attachés au vent. Un vide. Ça fait quoi le vent? Ben, je disais, ça secoue, ça agite. Donc ça, Le tremblement. je fais exprès. Oui. Je ne pas comme ça. Les symptômes de tremblement, c'est souvent lié à un vent interne. Par exemple, la maladie de Parkinson, qui a tendance à se manifester aussi par ces symptômes-là, il y a souvent un déséquilibre du foie. Pas forcément lequel, mais il y en a souvent. Qui est plus de l'ordre de la déficience. On peut trembler sans avoir Parkinson. Alors, on peut trembler, oui, les tremblements essentiels. Il y a des jours où j'ai les mains qui tremblent. Oui, oui. Ça, dans ces cas-là, on est davantage sur des syndromes de vide. Ce que je disais, sur le foie, on peut avoir, pour tout organe, on peut avoir des syndromes de vide ou d'excès. Vide, ça va être vide de yin, vide de yang, vide de sang, du foie. Excès, ça va être excès de yang, feu du foie, montée du vent, etc. Et donc, selon, comme je disais, ça ne va pas donner les mêmes symptômes, mais typiquement, les tremblements, en général, c'est plutôt un vide de sang. Et je vais me dire quel rapport avec le vent. Là aussi, je sais essayer de deviner. Est-ce que le Parce que là, vent sèche? Le vent sèche. Ouais, alors il y a quelque chose comme ça, oui. Ouais. Mais déjà, le vent souffle. Ok. Et donc, quel rapport entre le vent qui souffle et le sang? Il bascule. Il y a des pistes. Ça disperse. Ça Non? disperse quoi? Ce qu'il y a à disperser. Ce qui a dispersé. Ça chasse le sang de ces vaisseaux. Ah oui, que je
Oui. C'est comme imaginez, j'ai une paille ou un tuyau rempli d'eau, je souffle dedans, mais il n'y a plus d'eau. Voilà. Donc si j'ai du vent interne, ça va chasser le sang des vaisseaux, et du coup, quand il n'y a plus de sang dans les vaisseaux, ça tremble. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si dans les vaisseaux sanguins et les tendons, vous voyez du vent qui soufflait, et c'est ça qui va. D'accord. En fait, c'est une mauvaise nutrition, du coup, il n'y a pas assez de sang qui circule, ou pas bien, enfin, qui est chassé par le vent. Et du coup, le fait de chasser le sang, des vaisseaux, ça entraîne des symptômes de tremblement. C'est pour ça que je disais que, notamment Parkinson, les tremblements essentiels, tremblements tout court, souvent, c'est lié à une déficience de sang, vide de sang du foie. Quand on n'a pas de sang dans les veines, c'est dire. Alors, techniquement, ça veut dire quoi? Parce que pas de sang dans les veines. Là, t'es plus là. Non, mais j'ai essayé de donner mon sang, Oui. mais je suis restée pendant des heures alors que mes collègues ça s'assouplissait, j'ai même pas pu remplir une poche. Ouais. Parce que, alors il n'y a pas de pression. Alors. Est-ce que ça peut avoir une incidence avec le foie? Oui, ça peut. Ça peut parce que, tiens, merci pour la transition. Dans les fonctions du foie, sans doute la fonction principale du foie, c'est de gérer ce qu'on appelle la libre circulation de l'énergie et du sang. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le foie qui va gérer la pression. C'est comme un tuyau d'arrosage. D'accord, tu sais. Plus ou moins fort. Donc c'est lui qui gère ça. Alors, sur l'énergie et sur le sang. Ça veut dire que si j'ai potentiellement le foie tendu, ben, je vais peut-être avoir trop de pression. Là, c'est l'inverse. On est en train de parler, mais c'est juste parce que j'y pense. Donc le foie tendu, je vais avoir tendance à avoir une surpression, là, beaucoup dans les vaisseaux, et ça peut entraîner des tensions physiques, musculaires, de l'hypertension, effectivement. Voilà. Et du coup, c'est ça que je voulais dire, c'est que bien souvent, on a des problèmes d'hypertension qui ne sont pas, d'un point de vue de la médecine chinoise, rattachés au cœur, mais rattachés au foie. Ça, c'est à peu près 8 cas sur 10 où on se rend compte que le cas d'hypertension, c'est rattaché au foie plus qu'au cœur. Ah, d'accord. Le cœur, finalement, là aussi, c'est une conséquence. Et les reins, non? Les reins aussi, ça peut. Ça peut, oui. Ouais. Mais c'est pas le même type d'hypertension. C'est pour ça que, vous voyez, quand on reçoit des patients, on se méfie de toute façon, tout le monde vient avec des noms de maladies occidentales, mais quand on vient, on consulte, on dit j'ai de l'hypertension, ok, alors on va voir de quel type d'hypertension on parle. Est-ce que c'est le cœur, est-ce que c'est les reins, est-ce que c'est le foie, est-ce que c'est le foie, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est le sagital qui obstrue les orifices du cœur, enfin, bref, on va faire un diagnostic différentiel en fonction, on va dire ok, c'est une hypertension liée à ça, du coup on va traiter ça, et pas juste l'hypertension avec des médicaments qui calment la tension. Alors que typiquement, si je reviens à mon foie et à la fonction de surpression, qu'est-ce qui se passe si le foie fait une surpression? C'est du coup le sang qui arrive au cœur est en surpression. C'est pour ça que le cœur se met comme une pompe, c'est une pompe le cœur. Donc la pompe elle se met un peu en tension aussi, et c'est ce qui va donner finalement les seins. Ça va manifester de l'hypertension. Et du coup, c'est pas le cœur qui est responsable dans ce cas-là, c'est le foie. Mais, par contre, les femmes ménopausées, souvent ont d'hypertension. Oui, et bien ça c'est. Justement, c'est ça. Et ben, je reviens. Et ben, quel rapport? Normalement, vous avez aussi déjà la réponse. Oui, déjà, les femmes sont plus réveillées, déjà. Alors, oui, Oui, mais mais il y a plus de vidange, quoi. il y a plus de. Ouais. J'aime beaucoup les explications théoriques. J'ai l'impression que le livre, il se passe. Mais comment on touche à la tête? Oui, j'en ai compris. On vient de terminer les Qigong pour les reins. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'énergie des reins? C'est qu'elle diminuait naturellement avec le temps et avec l'âge. Donc ça veut dire que forcément, puisqu'on parle de repos, regarde, à environ 45-50 ans, on a l'énergie des reins qui décroît fortement. C'est-à-dire que l'énergie des reins, de toute façon, comme je disais, elle décroît tout le temps. Enfin, tout le temps. À partir de 25 ans, elle commence déjà à diminuer. Sauf qu'elle ne diminue pas de manière régulière. Arrivée environ à moyenne 40-50 ans, elle baisse plus fortement. C'est ce qui va faire que ça va se manifester chez les femmes par la ménopause, on repose chez les hommes, et du coup, après cette baisse, elle va à nouveau, ça continue, mais moins fort. Pourquoi je parle ici des reins? Donc ça veut dire que
potentiellement, oui, à la ménopause, il va y avoir de l'hypertension, mais du coup, c'est pas forcément rattaché qu'au rein, mais aussi au foie. Puisque si vous reprenez ce que je vous disais précédemment sur le lien entre les reins et le foie, on va facilement comprendre qu'on a une baisse naturelle de l'énergie des reins, je veux dire à partir de 50 ans pour faire simple. Du coup, forcément, je vais avoir un foie moins bien nourri aussi. Donc, techniquement parlant, l'hypertension ou la ménopause, c'est souvent lié à ce double vide du foie et des reins. Voilà. Comment on peut le nourrir? Comment on peut le nourrir? Alors, le foie ou les reins? Le foie. Le foie, c'est un peu plus facile que les reins. Bah, éventuellement, il y a l'alimentation. Oh, encore merci pour la transition. C'est une transition diététique. Il peut y avoir l'alimentation qui va jouer un rôle, évidemment. Mais alors, bien souvent, c'est vrai que d'un point de vue de la médecine chinoise, en termes d'outils, on va passer par les plantes, par la phytothérapie. Voilà. Le meilleur moyen pour nourrir un organe, que ce soit les foies, le foie, les reins ou n'importe lequel autre, ça reste la phyto, la pharmacopée chinoise. On peut aussi se servir effectivement de l'alimentation. Et là, donc on disait au niveau de l'alimentation que une saveur correspond au foie, qui est la saveur acide. Amer, c'est quoi? Bon, on l'a pas encore vu depuis le début de l'année, donc vous avez une excuse. Oui, c'est le cœur. Ah bon, voilà. Fin de la parenthèse, sinon je vais oublier sur autre chose. Donc la saveur acide, ça veut dire que c'est la saveur qui, en quantité modérée, nourrit le foie. En revanche, et ça c'est valable pour tous les organes et toutes les saveurs, en excès ou en insuffisance, ça va plutôt blesser l'organe. Si je consomme trop d'acide, je vais épuiser le foie. Il se trouve que quand même, notre alimentation générale est plutôt de saveur un peu trop douce et acide. Donc on n'a pas forcément besoin de rajouter de l'acidité. Là aussi, évidemment, ça dépend des cas. Donc on peut éventuellement quand même se servir d'aliments de saveur acide pour détendre le foie. En fait, c'est souvent cette action qu'on va chercher. Par contre, vous voyez, on va éviter de détendre le foie, d'utiliser la saveur acide si on est plutôt sur un vide du foie. Parce que là, on va au contraire le fatiguer. Après, bon, comme on sait si c'est un vide, ça, il faut consulter. Donc il y a la saveur acide qui peut éventuellement être intéressante pour nourrir, enfin pour agir sur le foie, je ne vais pas dire nourrir, mais on a également parlé de couleur. Vert. Voilà, manger vert. Les légumes verts. Ouais. Sans doute le meilleur moyen de nourrir le foie efficacement en diététique, c'est de manger vert. Donc plutôt légumes verts. Que des supporters Saint-Étienne. Et des supporters Saint-Étienne. Je sais pas. Moi non plus. Voilà, bon, je fais simple, hein, manger vert, ça suffit après décliner le monde. Voilà, essentiellement, si je ne sais plus quelle était la question de départ sur comment nourrir le foie. Ben voilà, en diététique, à part manger vert, enfin plus après, évidemment c'est pareil, la diététique c'est pas aussi simpliste que juste manger vert, parce qu'il y a des aliments qui sont de couleur verte, qui ne vont pas forcément nourrir le foie, il y a aussi des aliments qui ne sont pas de couleur verte, qui vont nourrir le foie. Mais déjà, quand on n'est pas sûr et qu'on n'a pas forcément de connaissances poussées en diététique chinoise, bah, si on s'oriente sur le vert, on dit ok, j'ai quand même une chance sur 10 d'être dans le bon. Voilà. C'est pas faire trop d'erreurs. Du coup, ça veut dire aussi que, en termes de symptômes, alors déjà, si on résume ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a dit problème de vue, éventuellement sciatique, tension au niveau de la nuque, des cervicales, migraine, maux de tête, céphalie et compagnie. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Hypertension, tremblement en tout genre. Ah, j'aurais pu ajouter autre chose aussi sur la notion de vent interne. Les allergies, Merci. Oh, bien joué. Hein. Elle a révisé avant. Tout ce qui va être de l'ordre de la démangeaison aussi. Et donc ça inclut effectivement les allergies en tout genre, urticaire, rhinite allergique qui se manifeste aussi par des démangeaisons chez
sais pas s'il y en a qui sont concernés, mais souvent quand il y a Le rhume des des foins, de printemps, des choses comme ça ça. va avoir des démangeaisons des yeux, du palais, de la gorge, etc. Ou des membres aussi. De même que les problèmes, certains types de problèmes dermatologiques qui se caractérisent par des démangeaisons peuvent aussi être attachés à des problèmes liés au foie, eczéma, psoriasis, c'est pas aussi simple que juste le foie, mais en tout cas ça fait partie du tableau général. Fleurite, urticaire et j'en passe. Ah, donc tout ce qui est oui, c'était pas ça ta question. C'était les allergies, c'est ça? Et à la base, on parlait du fond. Ouais, voilà. J'ai pensé à ça. Ouais, donc effectivement, il y a souvent une cause foie dans les problèmes d'allergie. Pas que, aussi, c'est pas aussi simple. Souvent le foie quand même. Je reviens sur la partie digestive. Parce que c'est vrai qu'en Occident, dès qu'il y a des problèmes digestifs, on rattache ça au foie. Alors oui, mais d'un point de vue de la médecine chinoise, le foie n'est pas systématiquement responsable. Loin de là. Mais ça reste un organe un petit peu capricieux et casse-pied, parce qu'il va facilement avoir tendance à se bloquer. En fait, le syndrome classique du déséquilibre du foie, c'est le blocage de l'énergie du foie. Donc ça, on s'en fout comment ça s'appelle ça, c'est le blocage de l'énergie du foie. Quand le foie est bloqué, il va souvent, quand il est bloqué surtout depuis quelques temps, perturber ses voisins. Et le foie, il va jusque-là. Et ses voisins, la rate et l'estomac, ils vont jusque-là. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas loin. Donc, l'énergie du foie va envahir la rate et l'estomac, et du coup, on va se retrouver avec une rate un petit peu affaiblie, un estomac aussi, et on va avoir des symptômes qui en fait ne sont pas de foie, mais aussi de rate et d'estomac. Dans les symptômes classiques de ce qu'on appelle une disharmonie foie-rate ou foie-estomac, on va avoir l'alternance diarrhée-constipation, les nausées, les vomissements, les ballonnements, la bouche amère, ça c'est plus vésiculaire, c'est déjà bien. Qu'est-ce qu'on pourra avoir d'autre? La bouche sèche. La bouche sèche, ça peut être plein d'autres choses, mais ça peut faire partie du tableau. Les gaz, ah oui, j'ai oublié, gaz, éructation, gaz de tous côtés. Voilà. Ça, c'est souvent lié à cette disharmonie foie-rate. Est-ce qu'il peut y avoir un gonflement au niveau des pieds? Alors, un gonflement. Ah bon, on n'a pas vu le méridien du foie, tiens, je suis en train de penser. On n'a pas parlé du méridien du foie. Je répondrai après, mais déjà le méridien du foie, parce qu'on n'a même pas parlé dessus. On a fait la vésicule, mais on n'a pas vu le foie. Gros orteil, il monte à l'intérieur de la jambe, il entoure les organes génitaux. Ah bah tiens, autre chose qu'on n'a pas parlé. Et il va monter ensuite au foie. Plus court que celui de la vésicule biliaire. Je répondrai après, c'est juste pour ne pas perdre mon truc. Le méridien du foie, je disais, je viens de le dire, il entoure les organes génitaux. Ça veut dire que dans les problèmes de santé qu'on peut avoir aussi, les problèmes au niveau organes génitaux peuvent être attachés à un problème de foie. Par exemple, pour les hommes, les troubles d'érection, ça peut être, c'est souvent d'ailleurs, lié à un blocage du foie. Ou autre problème, je ne vais pas forcément détailler, mais donc les problèmes d'organes génitaux et chez les femmes aussi, parce que chez les femmes, on va avoir beaucoup de troubles au niveau du cycle. Alors là, le nombre de troubles rattachés à un problème du foie, des troubles du cycle menstruel rattachés au foie, c'est au moins un cas sur deux, voire plus. Pour cette même raison que, le foie contrôle le sang, comme je disais, et puis deux, en plus, le méridien passe au niveau organes génitaux et toute cette zone-là. Donc, du coup, ouais, techniquement, on va souvent se retrouver avec un problème de foie qui entraîne des problèmes de cycle irrégulier ou douloureux. Vous avez, excusez-moi, vous avez l'occasion de traiter les endométrioses. Oui. Ouais, parce que ça, on en parle beaucoup. Ouais, on parle beaucoup des endométrioses. Ici, la soigner, ça. Ouais. Alors, il y a souvent une partie foie là-dedans, mais pas que. Alors, moi, j'avais une endométriose, donc la seule solution qui a été, c'est d'enlever une C'est ça. j'en ai pas eu l'autre. Ah
Bah, en général, de toute façon, en médecine occidentale, quand il y a un problème, on enlève et comme ça. C'est vrai que c'est pas l'approche chinoise. L'approche chinoise, c'est d'avoir recours à la chirurgie vraiment en dernier recours quand toutes les autres méthodes n'ont pas été efficaces. On travaille plus sur la cause que sur... C'est l'idée, ouais, c'est d'essayer de traiter, déjà de déterminer là où les causes, parce que c'est rarement simpliste en disant, bon, voilà, il y a l'endométriose cette fois, ouais, bon, ok, certes, mais pas que. Donc c'est déterminer potentiellement les causes, et oui, ensuite d'essayer de les traiter. Donc par l'acupuncture, la phytothérapie, éventuellement la diététique, le massage, etc. Si on se rend compte que on a exploré et utilisé toutes ces méthodes-là sans succès, ok, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut envisager la chirurgie et l'ablation de ce qui pose problème. Mais la logique, c'est vraiment d'utiliser en dernier lieu. La logique occidentale, c'est on a l'historie facile, donc il y a un problème, bon, on retire, voilà. C'est une autre approche qui ne résout pas d'ailleurs toujours les problèmes. Non, parce qu'en plus, l'endométriose a tendance à contaminer un petit peu les organes qui sont autour. Hein. C'est un peu pour ça que je pensais à ça. Ouais, c'est en étant pour ça, oui. Je reviens à ta question. Gonflement dans les pieds. Ça, c'est. Alors, faut voir, mais pour le coup, c'est pas forcément rattaché au foie. Ça peut, si effectivement il y a d'autres symptômes qui vont dire que oui, c'est peut-être la fonction de gestion de la circulation de l'énergie du sang qui fait ça. Mais gonflement, alors il faut voir quel type de gonflement précisément et dans quelles circonstances. Est-ce que c'est quand il fait chaud? Est-ce que c'est vraiment juste les pieds et pas le reste des membres inférieurs? Est-ce que on va avoir des gonflements, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais qui sont, si j'appuie dessus, qu'est-ce que ça fait en gros? Est-ce que la peau revient tout de suite si j'appuie, ou est-ce que ça il y a encore un creux et puis ça met un peu de temps à revenir? En fait, c'est pas simple. Gonflement, ça peut être plein de choses. Il y a souvent un terrain d'humidité interne. Il peut y avoir de l'humidité parce que l'humidité c'est lourd, donc ça va plutôt avoir tendance à aller vers le bas, donc dans les pieds, et puis ça a tendance à créer l'humidité, ça entrave la bonne circulation de l'énergie du sang et du liquide. Donc ça vient créer un climat, on va dire marécageux dans les pieds. Désolé, merci. Un état de stagnation qui explique ça. Mais il faut voir. Et le foie, en tout cas par expérience, c'est pas ce que je vois le plus souvent pour ce type de problème. Mais c'est vrai qu'en période de canicule, par exemple, quand il fait très chaud, on a tendance à avoir justement les jambes, les pieds qui gonflent parce que la chaleur. Et là, dans ces cas-là, on n'est pas franchement sur un problème de foie. Oui, c'est un problème d'eau, ça. C'est un problème de plein de choses. On va s'écarter un petit peu du foie et je ne sais pas trop m'écarter. Voilà. Donc, problème digestif, un petit peu en tout genre. Alors, par exemple, une soif excessive et une sensation de sécheresse. Où ça peut être de sécheresse oui, même de la peau, de la bouche. C'est pour ça que je demandais où ça, parce que si c'est sécheresse de la peau et de la bouche, c'est pas forcément le foie. Ben, les deux. C'est les deux. Ben, c'est pas forcément le foie. Ouais. Avec un besoin de boire excessif. Ouais. C'est plus normal. Ça peut, mais pas que. À votre avis, qu'est-ce que. Alors, pareil, hein, c'est pas dit que ce soit forcément ça, mais qu'est-ce qui peut expliquer une sécheresse au niveau de la bouche et de la peau? Ça, hein? Un manque d'eau, déjà. Donc ça veut dire que s'il y a un manque d'eau. Un excès de vin, Un excès de quoi? De vin. Ah, j'ai compris, de vin. Un excès de vin peut-être aussi. Mais... Le vent. Ouais, un excès de vent. Alors en fait, il faut voir aussi, là aussi, que ça revient un peu à ce que je disais précédemment. Potentiellement, est-ce qu'il y a une saison en particulier où je vais avoir cette sécheresse de la peau? C'est le film. Non, mais j'ai dit que l'âge, c'était pas une réponse à tout. Oui, ça peut expliquer beaucoup de choses. Est-ce que vous vous rappelez, on a vu ça en plus, je crois, quel est l'organe, c'est un peu simpliste ce que je dis, mais tant pis, qui
qui contrôle la peau. Eh bien, J'ai entendu, je vais laisser d'autres chances de ce côté. C'est pas les reins, oui. Ah, il y a plus de réponses de ce côté. C'est les poumons. Les poumons. Vous savez, les poumons, c'est facile, il y a plein de trucs pour se rappeler de plein de fonctions. Ah oui, Poumons, pouce, peau méridien, peau pour l'âme corporelle, et peau, la peau pour la partie du corps qui s'entraîne. Et poils. Ah oui, les poils. D'ailleurs, on est aidé en français, hein, parce que ça marche pas en chinois, hein, ça marche pas en français. la peau plus comme une barrière. Les deux. En fait, les deux, c'est-à-dire que les poumons vont contrôler effectivement l'énergie défensive dont on a déjà parlé, hein, donc la barrière, le champ magnétique pas terrestre et corporel qui empêche les climats externes de passer, mais également, on va dire, la qualité de la peau, la nutrition de la peau, parce qu'on a deux organes qui gèrent les liquides du corps, les reins et les poumons. Les reins ont tendance à contrôler, je vous dis, zut, ça y est, je commence à saturer c'est la voie de l'eau du bas. Et les poumons, c'est la voie de l'eau du haut. Donc ils vont plus facilement contrôler le haut du corps et la superficie. Si j'ai. Du coup, ça revient à la nutrition, hein, pas celle de flotte. Oui, mais c'est souvent parce que les poumons. Alors, soit les poumons sont secs, voilà, et les poumons, c'est un peu comme les éponges, ils doivent tout le temps être un peu humides. Donc si j'ai les poumons secs, techniquement parlant, ça peut se manifester par une peau sèche, entre autres. Ou alors, j'essaye de rester centré. Déjà là, j'ai dévié sur les poumons alors qu'on était sur la voie, donc je ne vais pas trop m'égarer. Donc peau, poumon. Voilà. Et pour en venir, tu parlais de saison, tu disais, alors c'est. Je sais plus ce que je voulais dire. Là, tu demandais quelle saison on a. Ah oui, à quelle saison en fait vont se manifester ces symptômes de sécheresse? Parce que techniquement c'est pareil, je reviens encore sur les poumons, mais si on constate qu'on a plus de sécheresse en automne, puisque c'est la saison qui correspond, bah, c'est pas forcément pathologique. Et dans la nature, il se passe la même chose. Les feuilles sèches, oui. Donc c'est normal, c'est-à-dire que l'énergie, enfin la sève retourne à l'intérieur, donc il se passe la même chose chez nous, donc on peut avoir un peu plus la peau sèche en automne, c'est pas forcément pathologique, c'est juste normal. Okay. Après, il faut voir dans quelle mesure et à quel niveau. Mais en revanche, si on a la même chose toute saison, bon, là peut-être qu'il y a quelque chose qui est plus de l'ordre du déséquilibre. Donc à voir. C'est pour ça que je pose la question la saison. De manière générale, de toute façon, le caractère de la saisonnalité en médecine chinoise, c'est vraiment considéré comme des éléments de diagnostic à prendre en compte. C'est-à-dire que, voilà, si vous parlez des trucs qui gonflent en été, oui, bah, pareil, si c'est qu'en été, c'est parce que ça s'explique par la chaleur qui provoque certaines choses. Mais si c'est toute l'année, ça s'explique autrement. Donc, il faut aussi considérer les climats externes, on va dire, comme cause et pas au problème. C'est beaucoup de choses déjà. On n'a pas vu le méridien du foie. Bah si, je dis. Les orteils, ils montent à l'intérieur, organes génitaux, foie. Il va y avoir une absence le temps du méridien. Alors le foie n'a pas de fonction sur la mémoire, par contre. Alors, quel organe pour la mémoire? Ah, zut. Vous voulez la réponse? Oui. Ça continue. Bon, J'ai d'accord. besoin de Là, à votre avis, j'espère que c'est pas la vésicule. Non, il y a deux organes en général qui sont responsables des troubles de la mémoire. On pourrait presque élargir à trois. On va dire deux principaux. Le rein. Oui. Pourquoi les reins? Ils sont toujours impliqués. Bah, de toute façon, les reins sont toujours là. Ils sont toujours dans le dos. Alors, c'est une explication, certes, mais un peu plus techniquement parlant, pourquoi les reins peuvent avoir un lien avec la mémoire? Parce que le manque d'hydratation
ça parce que, oui, pour rebondir sur ce que disait Véronique, il y a beaucoup de problèmes de vieillissement qui. Oui, ok, mais on peut avoir des troubles de la mémoire attachés au rein, les jeunes aussi. Voilà, exactement. Donc, c'est pas forcément que l'âge qui justifie tout. Mais pourquoi les reins? Je crois avoir entendu. Non? Oui. Les reins, en fait, vous savez, on dit qu'ils nourrissent le squelette, ils nourrissent les moelles. Et il y a une partie du corps, mais ça il faut le savoir, qu'on appelle la mère des moelles. Ça ne parle pas? La mère des moelles, c'est le cerveau. Ce qui veut dire que les reins, en passant par la colonne, longent. En fait, on dit que l'énergie des reins nourrit la mère des moelles. En version française, les reins, enfin, en version française ça n'existe pas, mais on va dire l'énergie des reins nourrit le cerveau. Ce qui veut dire que si j'ai un problème énergétique au niveau des reins, ça peut affecter le cerveau et du coup, notamment se manifester par des troubles de la mémoire. D'accord. Ça, c'est souvent Alzheimer, par exemple. Souvent. Quasi tout le temps. Oui, mais c'est bien mieux. Alors, les troubles de l'élocution, on peut aussi en parler. Tu nous as dit que le rein, c'est la batterie. Tu nous as dit que la batterie, avec le temps, ça a un lien avec ça. C'est un lien. Ah, mais oui. C'est indéniable. Ah, de toute façon, oui. C'est pour ça que c'est souvent un peu lié aussi à l'âge. C'est une maladie dégénérative. Ah oui, mais dégénérative, du coup, des reins, pas que, non plus, c'est souvent autre chose. Oui, mais on peut aussi avoir des troubles, alors qui ne sont pas forcément Alzheimer jeunes, mais en tout cas des troubles de la mémoire rattachés au rein. Parce que la batterie dont on parlait, cette batterie-là, on n'a pas tous la même au départ. Donc déjà, elle s'épuise chez tout le monde, mais en plus, on n'a pas la même. Là, une quinzaine, il y a 15 batteries différentes à la naissance. Donc, et ça, on ne peut pas le savoir. C'est pas de bol. Donc, on a peut-être dès le départ une petite batterie. Donc, si on a une petite batterie dès la naissance, techniquement, il y a des chances qu'on ait des problèmes de rein, dont des troubles de la mémoire, peut-être plus rapidement, ou voilà, entre autres. Mais là, on est en train de dévier sur les reins. Le foie. Pour revenir à l'alimentation du foie, oui. Tu dis c'est bien de consommer des choses anticacides en quantité. Et qu'est-ce que du coup tu penses du vin et du fromage? Voilà, on y va. Qu'est-ce que je pense du vin? Est-ce qu'il faudrait l'arrêter à cette saison ou est-ce que Ça va pas. On ne peut pas arrêter. Surtout tu habites au milieu des vignes, toi, donc. Exactement. Ma question, c'était le rôle du vin et du fromage, parce que ça va bien avec. Et du pain. Saucisson, machin. Alors, du coup, quelle est la question? Est-ce qu'il faut arrêter le vin? Est-ce que c'est du coup une époque où il faudrait mieux en consommer moins? Voilà. Je n'ose pas répondre. J'ai peur de m'attirer les foudres. C'est ça? Non, en fait, je vais faire une réponse politiquement correcte et surtout très médecine chinoise. La question, c'est surtout la quantité. Un verre de vin par jour. Ouais. Là, on parle de vin parce que c'est vrai que ça fait partie des aliments qui ont tendance à pas être. Enfin, l'alcool, c'est pas forcément pas bon. Ah oui, ouais, quand même, ouais. Oui, c'est connu, hein, quand même. Voilà, donc ça, c'est même pas de la médecine chinoise. Mais effectivement, du coup, la question de l'alcool et donc du vin est légitime quand on parle du foie. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse juste après par rapport à ça. Je sais plus ce qu'on disait. Ah oui, donc en fait, ce qui est important, c'est la quantité. C'est-à-dire que si je bois un petit peu de vin de temps en temps et pas trop, voilà, c'est pas forcément mal pour le foie. Par contre, si je fais un apéro bien chargé tous les soirs, ouais, il y a un moment, ça va devenir problématique. Donc, dans l'absolu, je ne vais pas forcément m'abstenir de boire du vin au printemps, par exemple, si c'était ça le sens de la question. Non, parce qu'en plus, après, c'est chiant. Après, c'est triste. Donc, non. Ouais, change de sujet. C'est pas très intéressant comme sujet.
parlons d'autre chose, parce que en plus après, t'as demandé pour le fromage. À un moment, je veux bien répondre, hein, mais... Non, alors... Le fromage, parlons du fromage 2 secondes. Ouais, parce que c'est bien français, effectivement. C'est pas forcément gênant pour le foie. Par contre, effectivement, je l'ai entendu, ça l'est un peu plus pour la rate. Ouais, souvent, les fromages, on va mettre... Alors, pareil, il faudrait catégoriser selon certains types de fromages qui ne vont pas avoir tout à fait la même action. Voilà, mais en gros, pour faire simple, le fromage, c'est plutôt de nature humide et froide ou fraîche. Ce qui veut dire que l'organe qui gère l'humidité, enfin qui n'aime pas l'humidité et le froid, c'est la rate. Donc si je surconsomme, j'insiste sur la surconsommation, vous pouvez manger du fromage quand même, mais si j'en consomme trop, potentiellement je vais fatiguer la rate, et du coup je vais avoir potentiellement des problèmes plutôt digestifs rattachés à ça. Ça peut se manifester aussi après au niveau des tissus, genre le tendon, etc. Voilà, mais c'est surtout d'abord digestif. D'accord. Donc on peut, mais en fait, dans l'absolu, si on parle purement de diététique chinoise, c'est rare qu'on interdise ou qu'on dise arrêtez ça complètement. La notion de la médecine chinoise, c'est, vous savez, en chinois, non, on ne sait pas forcément, en chinois, médecine chinoise, ça ne se dit pas médecine chinoise, ça n'a pas de sens. Comme si on disait médecine française. Oui, bien sûr. Le terme chinois, c'est Zhongyi. Zhongyi, ça veut dire médecine du milieu. Alors, ça sous-entend différentes choses. Déjà, le fait que la Chine se considère comme l'empire du milieu. Voilà, ça c'est une première chose, mais il y a aussi et surtout cette notion de milieu, de centre, donc d'équilibre. Ça sous-entend une notion de recherche d'équilibre. Donc, qui dit recherche d'équilibre dit modération dans toute chose. Ouais. Ni trop, ni pas assez. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va rarement interdire des choses, on va dire diminuer peut-être si vous avez une surconsommation de vin et de fromage, peut-être qu'à un moment, par rapport, il y a aussi une deuxième chose, c'est qu'on va faire des conseils individualisés, on ne va pas systématiser, dire à tout le monde arrêtez le fromage ou le vin, si on se rend compte que quand on fait un bilan énergétique, on se rend compte que bah non, apparemment pour cette personne-là, son foie, sa rate, gère super bien cette surconsommation, ce qui serait une surconsommation pour une autre personne. Pour une autre personne. À chaque fois, c'est des conseils qui sont individualisés. Dire, ok, pour telle personne, ouais, effectivement, il faut peut-être arrêter. Et pour d'autres, ça passe mieux. Après, globalement parlant, on est des générations issues du simple produit laitier, par exemple. Oui. Dans la majorité des cas, les gens ils sont en surconsommation. Carrément. Ouais, non, mais globalement, effectivement, ouais, tu as raison. C'est vrai que des générations qui ont, on a dit qu'il fallait absolument 3 produits laitiers par jour depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait. Bref, je ne vais pas faire un historique de pourquoi on a vachement dit qu'il fallait prendre du lait, mais si on enlève toutes les notions économiques et politiques derrière cette notion de consommation de laitage, on se rend compte que d'un point de vue purement santé, ça n'a pas de sens. Et notamment par rapport à la notion de calcium, désolé, je vais faire un peu cru, c'est de la connerie, voilà, de me faire croire qu'en prenant 3 produits laitiers par jour, vous allez avoir des os en super éternel. Non, c'est de la connerie. Désolé, je suis assez franc là-dessus, mais il y a des choses qui m'énervent et ça m'énerve. Ça me plombe l'envers, ça. Je vais calmer mon foie. Ça va monter, mais. Alors, et puis de toute façon, on va devoir. On va faire un petit menu à midi. Pardon? On va faire notre petit menu à midi. Voilà, donc à midi. Et merci pour la transition qui me permet de clore, parce que sinon je ne vais pas parler plus longtemps. Alors, brocoli, moi j'ai des brocolis, c'est bon. Un grand verre de vin. Ah bah, Et sur ce. Ah? Croquant. Tu disais qu'il fallait boucher plutôt croquant. Non, Non, j'ai pas dit ça. non, tu l'as pas dit, tu l'as écrit. Non. et une petite chartreuse verte en fin de repas.